Le Global Forest Summit s'est tenu il y a quelques jours à Bruxelles. C'était la 2e édition. On en parle tout de suite dans ce débat avec mes invités. Stéphane Haller, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, président de Reforest Action. À vos côtés, Thomas Friand, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, fondateur, président de l'Institut Open Diplomacy. C'est quoi Open Diplomacy, cet On institut? est un think tank créé il y a 12 ans maintenant, qui travaille dans l'intérêt des générations futures en étudiant la gouvernance mondiale du développement durable. Donc on étudie les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, en essayant de faire en sorte qu'un maximum d'acteurs sociaux, économiques s'en emparent. D'accord. Et Reforest Action, on en a déjà parlé ici. Vous nous rappelez votre mission, votre rôle? On a une entreprise de reforestation, c'est-à-dire qu'on vient préserver, restaurer et assurer la gestion durable des forêts partout en France, partout en Europe, mais aussi aux États-Unis et sur toute la ceinture intertropicale, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Et vous avez donc créé ensemble ce sommet, ce Global Forest Summit, avec des invités prestigieux qu'on va entendre. Il y avait John Kerry, il y avait le prince Charles. Stéphane Haller, c'est quoi l'ambition de ce sommet ? L'ambition du sommet, c'est de laisser garder la forêt tout en haut de l'agenda mondial environnemental sur le climat et la biodiversité. Et puis aussi, et peut-être surtout, réussir à suivre les enjeux et les objectifs fixés par l'ONU, la Commission européenne, par toutes les institutions mondiales, pour s'assurer que finalement les objectifs qu'on se fixe soient atteints. Et donc, tous les ans, jusqu'à 2030, on a la ferme intention de suivre des indicateurs et de venir challenger finalement le succès ou le non-succès finalement de l'atteinte de ces objectifs. Alors on peut détailler un petit peu, Thomas Friand, c'est quoi ces objectifs 2030 que vous avez fixés? Il y en a beaucoup, parce qu'ils s'intègrent dans un plan stratégique des Nations Unies qui a été adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU. Et comme Stéphane le disait à l'instant, notre objectif c'est de les suivre. D'une certaine manière, c'est presque un contre-sommet, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on vient là pour prendre ces mesures-là sur la lutte contre la déforestation. On est assez loin des objectifs. On a encore 10 millions d'hectares par an qui sont déforestés. L'objectif à 2030, c'est d'arriver à 0. Sur la restauration, on est aussi assez loin des objectifs. On a fait à peu près 2/3 du chemin d'ici 2030, mais pour l'instant, on n'a que des engagements. On n'a pas de concret qui est obtenu. Sur la gestion durable, sur le financement des forêts, c'est pareil. Sur le financement de ces éléments-là, il faudrait multiplier par 25 l'effort annuel à réaliser. Donc, on a un cadre mondial qui s'appelle le plan stratégique des Nations Unies pour les forêts, qui fait écho aussi aux objectifs de développement durable des Nations Unies, donc qui va jusqu'à 2030. Et on essaye, avec ce sommet, d'engager toutes les parties prenantes, et pas seulement les États, mais aussi les entreprises qui jouent un rôle dans ce secteur. Mais alors, c'est ce que j'allais vous demander. On va revenir sur les différents leviers que vous venez d'évoquer, mais sur le contrôle, en fait, ça suppose quoi? Ça suppose une collaboration des États, des entreprises. Comment vous allez évaluer finalement les progrès qu'on va pouvoir faire année après année? Alors, c'est une question qui est essentielle et je dois avouer qu'on y travaille ardemment parce que, pour l'instant, les objectifs sont bien posés, ils sont clairs. D'une certaine manière, c'est rassurant, on sait la route qu'il faut suivre. Mais les indicateurs qui sont à mettre en place, ils sont clairs aussi, mais la donnée qui est nécessaire pour piloter ces indicateurs, elle est produite soit de façon erratique, soit de façon partielle, soit on mesure essentiellement des engagements qui sont pris et pas des réalisations concrètes sur le terrain. Donc l'un des travaux qu'on essaye de faire émerger en ayant fédéré, et d'ailleurs il fallait commencer par rassembler tous les acteurs, c'est précisément de faire cette synthèse des données et d'être en mesure d'aller plus loin dans le détail. On a pour ça créé un conseil scientifique à la 2e édition du Global Forest Summit, dans laquelle on compte des personnalités très importantes comme la seule personne au monde qui a présidé à la fois le GIEC et le GIEC de la biodiversité, l'IPBES, Sir Robert Watson, qui est professeur émérite à l'Université d'East Anglia. Et on va essayer précisément de détailler la façon de mesurer ces éléments-là, sachant que parfois ça dépend de données géosatellitaires dont on ne dispose pas. Il faudrait qu'on travaille avec la NASA pour ça. Ou alors avec l'OCDE. Donc on va rentrer dans le détail petit à petit pour pouvoir affiner. Alors, on va rappeler ensemble les bienfaits de la forêt. Et avant de vous donner la parole, vous nous avez fourni quelques éléments issus de ce 2e Global Forest Summit, avec notamment le prince Charles qui parle des bienfaits de la forêt. On l'écoute. Protecting and restoring nature also makes economic sense. Nature is estimated to contribute $125 trillion to the global economy annually.
everything we use, produce and purchase ultimately has been created from nature's inputs. The shift to renewable, bio-based solutions is therefore an opportunity to rethink industries so that they become nature positive and climate neutral, while creating new jobs and more inclusive prosperity. Stéphane Haller, on va parler évidemment du puits de carbone, de la biodiversité, parce que c'est aussi, et peut-être surtout ça, la forêt, mais c'est une économie, il ne faut jamais l'oublier. Ah oui, c'est une économie. Les forêts, quand elles sont durablement gérées, c'est la plus belle des économies, dans la mesure où on vient puiser une ressource dans la limite de ce qui est disponible, et cette ressource, elle est durable. Elle se régénère automatiquement à partir de l'énergie solaire et de la photosynthèse. Et c'est une économie qui touche des milliards de personnes dans le monde. Des milliards de personnes vivent de la forêt ou survivent de la forêt, suivant les zones dans lesquelles on se trouve. Et ça amène à la fois, la forêt amène de l'énergie, de l'alimentation, du bois de construction, etc. Mais beaucoup d'innovation aussi. Aujourd'hui, on fait du textile à partir de bois, par exemple. Moi, j'ai un t-shirt qui est en bois, très agréable à porter, je vous le recommande. Et il existe bien d'autres choses sur l'industrie pharmaceutique, par exemple, sur beaucoup de secteurs insoupçonnés, mais que la forêt permet d'adresser de façon durable, en partant de la biodiversité comme matière première, en quelque sorte, plutôt que les énergies fossiles. Oui. Alors, le côté puits de carbone, on en a souvent parlé. Je voudrais insister avec vous sur la biodiversité, l'abri naturel que représente la forêt pour la biodiversité. Dans les titres, je disais que c'est 80% de la biodiversité de la planète, tout simplement. 80% de la biodiversité terrestre. Voilà. C'est ce que j'allais rajouter. Il y a les océans. Évidemment, ne les oublions pas. C'est aussi un puits de carbone majeur. Important. Exactement. Ce qui est important avec la forêt, ce qui est remarquable avec la forêt, c'est que effectivement, dès qu'on est sur les terres émergées, c'est un foyer de biodiversité remarquable. Tout particulièrement sur l'équateur et dans les zones tropicales. C'est là que la biodiversité mondiale s'exprime le mieux. J'étais il y a quelques jours en Amazonie. Bien, vous rentrez en Amazonie, vous ne rentrez pas si vous n'avez pas une machette, tellement ça foisonne de partout. Vous ne pouvez pas faire un pas devant l'autre parce que tout barre votre chemin. La biodiversité est omniprésente et la végétation est particulièrement envahissante. Mais cet écosystème forestier, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on sait interagir avec, beaucoup plus qu'avec les océans. Et donc l'homme, et notamment les populations indigènes d'Amazonie par exemple, savent interagir avec cette forêt et en renforcer la biodiversité. Et donc l'homme n'est pas forcément un élément qui dégrade les écosystèmes naturels, il peut aussi les améliorer, les renforcer. Et je trouve ça plein d'espoir. Oui, c'est pas une fatalité que l'homme détruise l'Amazonie, mais il y a quand même du travail. Vous le disiez, Thomas Friand, l'Amazonie qui est devenue nette émettrice de CO2. On comprend à peu près mais ça veut dire quoi en détail? En fait, c'est l'inverse de ce que vous avez dit tout à l'heure quand on dit que les forêts sont des puits de carbone naturels. En effet, leur potentiel, c'est de capter, de régénérer jusqu'à 30% du CO2 émis dans l'atmosphère. Et ça, c'est probablement notre meilleure arme pour lutter contre le dérèglement climatique. Eh bien, le phénomène qui est en train de se produire en Amazonie, avec des étapes majeures en matière de déforestation qu'on a connues ces dernières années, au point où on parle de tipping point, où l'Amazonie sera en train de devenir une sorte de savane, c'est que précisément, elle n'est plus capable de régénérer l'atmosphère, et à force d'appauvrir les sols, de les dégrader, de détruire la biodiversité qui elle-même est régénératrice, eh bien on perd cette capacité de photosynthèse que Stéphane a décrite à l'instant. Mais quand vous parlez de savanisation effectivement de l'Amazonie, on n'y est pas encore. Vous nous décrivez encore la biodiversité, sa puissance, et c'est pas irréversible, ça encore. Alors c'est les effets il y a deux choses. Il y a l'effet de la déforestation qui lui s'est ralenti, mais reste quand même à un niveau de dégâts qui est majeur. Je le disais tout à l'heure, c'est 10 millions d'hectares par an qui sont encore déforestés. Il y a aussi l'accélération des dérèglements climatiques qui viennent créer de nouvelles formes de risques. Alors, dans ce qui concerne l'Amazonie, c'est les grands feux de forêt qui viennent s'ajouter
à ce qu'on a vu. On se rappelle tous au moment du G7 de Biarritz, le président Macron qui du fait de la présence amazonienne de la France en Guyane, s'alerte et d'ailleurs s'écharpe avec le président Bolsonaro sur le sujet, parce que précisément ça touche à la souveraineté des États. Et puis, de façon plus générale, ce qu'on voit en Amazonie, c'est cette nécessité de passer d'une logique uniquement de conservation de la nature, ce qui est indispensable et c'est la priorité numéro 1, à une logique de restauration de certains écosystèmes, parce qu'ils ont tellement déjà été dégradés, soit par l'exploitation humaine immédiate, soit par les effets continus, progressifs, de plus en plus intenses des changements climatiques, qu'il faut pouvoir réparer des écosystèmes. C'est une partie du travail que fait Reforestation dans 40 pays. Oui, et alors il y a une question centrale, qui est la question du financement, évidemment, et je vous propose d'écouter un autre intervenant du Global Forest Summit, c'est l'envoyé spécial climat du président américain, c'est John Kerry. On l'écoute. You have places where forest is obviously worth more cut than standing. We have to change that. And governments can change that with regulations, they can change it with policy, they can change it with enforcement. There are plenty of ways for us to step in and shift the valuation, shift our own personal valuation, as well as the monetary valuation within the marketplace. So to really do that, I mean, this shift is really contained, it's a core component of the plan to conserve global forests. And what we need to do is work together, governments, other partners, and catalyze private sector investment, finance, and action. Stéphane Haller, ça c'est un enjeu majeur qu'on comprend bien. On en est où? C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plutôt l'inverse que décrit John Kerry au début de son intervention, c'est-à-dire que c'est plus rentable d'abattre une forêt. On en est où sur la bascule des leviers de financement, en fait? Les financements s'accélèrent, s'amplifient. Cette année, en 2022, 2,4 milliards de dollars américains seront affectés à la préservation, la restauration et à la gestion durable des forêts. C'est beaucoup d'argent, mais c'est encore très loin du compte, puisque l'ONU, le World Economic Forum, ont fait des estimations de ce qu'il faudrait attribuer à la forêt pour l'entretenir, pour qu'elle puisse continuer à apporter tous les services qu'elle nous rend. Et on parle de entre 400 et 600 milliards de dollars d'ici 2030. Oui, donc on est encore très loin du compte. Et il y a une réelle urgence. Moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que chez Reforestation, ça fait 12 ans qu'on fait ce métier de restauration forestière. On a vécu cette bascule vers un regain d'intérêt du secteur privé, des entreprises vers la forêt. Mais il est déjà très tard et j'invite chacun à suivre le conseil de John Kerry et d'investir massivement dans la forêt, parce que le point de bascule dont on parlait tout à l'heure en Amazonie, il est maintenant. Une étude scientifique dit que d'ici 2025, on est en 2022, si d'ici 2025, on n'a pas stoppé toute la déforestation et restauré plusieurs millions d'hectares, le processus de savanisation va s'enclencher. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce bilan et puis surtout les perspectives d'action autour des enjeux de la forêt. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours.